Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et on retourne aujourd'hui dans le fameux Cool Old School. Si vous êtes familier avec la chaîne, vous avez peut-être déjà vu ce terme-là, ou plutôt cette accroche-là que j'ai pu présenter dans une vidéo précédente. Le but, en fait, des vidéos Cool Old School, c'est de présenter des modules OSR, donc des modules qui sont très proches des premières éditions de Donjons Dragons au niveau de leur mécanique, mais qui vont avoir une approche aussi très moderne au niveau du thème abordé, la façon que la mise en page est faite, on va dire l'espèce de sensibilité dans le game design pour assurer une prise en main facile et rapide et une mise en pratique aussi facile et rapide, et aussi via justement des idées nouvelles qui peuvent renouveler un peu l'expérience du monde OSR. Parce que selon moi, et c'est un peu aussi l'objectif de ces vidéos-là, c'est fait de démontrer que les jeux OSR, ou du moins les aventures OSR, ce n'est pas juste du porte-monstre-trésor, mais c'est bien plus que ça. Et aujourd'hui, si vous écoutez cette vidéo au moment de sa sortie, c'est-à-dire nous sommes en juin 2025, eh bien vous le savez peut-être si vous suivez la chaîne, nous allons bientôt commencer à présenter certains éléments en lien avec notre prochaine mini-campagne. Et un peu pour l'occasion, comme j'avais fait la dernière fois, pour ce Cool Old School-là, j'ai le goût de présenter en fait le module que nous allons faire sur la chaîne, que nous avons déjà commencé à enregistrer en fait. Il s'agit de Secret of the Black Crag, ou en français je l'ai traduit par Le Secret du Rocher Noir, publié chez Silverharm Press, espèce de petit bonhomme avec un bras musclé, écrit par Chance Dudinak, avec bien sûr la participation de Joel Hines, Glenn Seal, Sam Sorensen et Logan Stahl. J'ai déjà parlé de Secret of the Black Crag dans une autre vidéo, je pense que c'était ma vidéo de mes découvertes de l'année 2024, il me semble. Parce que j'avais déjà, ça fait un bout de temps que je l'ai, ça fait un bout de temps que je l'ai lu, et j'ai adoré en fait ma lecture de Secret of the Black Crag. Je suis vraiment en amour avec Silverharm Press, la compagnie qui l'a publié, qui font des modules OSR pour Old School Essential à la base, mais ils ont fait également aussi des aventures pour Mothership. Et Joel Hines, qui est un peu la tête dirigeante de cette compagnie-là, a vraiment un talent d'enfer pour pour présenter un produit complet. Et j'étais vraiment excité de voir qu'il se mettait en équipe avec Chance Dudinak pour la publication de Secret of the Black Crag, le secret du Rocher Noir. Donc oui, c'est ça. C'est ce que je vous présente aujourd'hui, en espérant que ça puisse vous intéresser bien sûr. Et on commence avec l'espèce de petite citation qui se trouve en début d'ouvrage, qui est en fait une citation du réalisateur Werner Herzog, réalisateur allemand que j'apprécie beaucoup, qui dit « Que serait un océan sans un monstre tapi dans l'obscurité? Ce serait comme le sommeil sans les rêves. » Et le synopsis est le suivant. L'aventure débute dans le repère de pirates de Port-Fortune, une ville agitée située dans l'archipel tropical des îles Salamandres. C'est ici qu'une mystérieuse montagne sous-marine a émergé des abysses, attirant chasseurs de trésors et aventuriers vers les profondeurs oubliées du Rocher Noir. Une équipe d'explorateurs provenant de divers horizons sont engagés pour explorer l'endroit. Le synopsis de l'aventure. Le module est conçu en fait pour être utilisé à la base avec Old School Essential. Pour ma part, je l'ai adapté avec Shadow Dark parce que j'aime bien Shadow Dark pour rouler des modules préfaits OSR. C'est adapté pour un groupe de niveau 1 à 5. Les inspirations provenant dans ce module sont l'Atlantide, L'Empire perdu, le film de Walt Disney, Pirates des Caraïbes et The Secret of Monkey Island. Petit avertissement avant d'aller plus loin, si jamais vous pensez écouter notre aventure Le Secret du Rocher Noir qu'on va sortir en Actual Play sur la chaîne, eh bien je vous conseille de ne pas continuer votre écoute si vous ne souhaitez pas être divulgaché, parce que je vais mentionner des choses que nos personnages actuellement ne le savent pas, que le public ne sait pas non plus, donc que vous n'allez pas savoir. Et si vous souhaitez savoir un peu tout ce que contient le module, ou du moins connaître certains éléments plus cachés, vous pouvez continuer votre écoute et aussi par la suite écouter l'Actual Play si cela vous intéresse, bien entendu. Parce que là, je vous parle de ce que contient le volume. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Eh bien, c'est vraiment intéressant parce que ce livre-là est en partie un sandbox et en partie un gros dungeon crawl. Et c'est très condensé dans ce 90 pages-là. On a un donjon de plus de 75 salles qui se divise sur plusieurs étages avec des thèmes différents et, si on veut, des factions différentes à l'intérieur de chaque étage. Mais on a aussi également, justement,
une immense zone, 18 en fait lieux d'aventure qui sont éparpillés ici et là à travers les différentes îles que contient l'archipel des îles Salamandre sur une carte hexagonale détaillée avec 2 autres donjons possibles à explorer. Comme je l'ai mentionné, il y a 5 factions qui sont disponibles ici et là, éparpillées autant dans le Rocher Noir qu'à l'extérieur, et que ça peut aller des factions qui sont des créatures venant de l'au-delà très pirates, alors que d'autres factions vont plus être orientées vers des créatures de profondeur, des créatures amphibiennes. Bien sûr, il y a l'exploration du port de Port-Fortune, un lieu où se trouvent plusieurs personnages non-joueurs avec lesquels les personnages peuvent échanger. Ça peut vraiment faire office de base, en quelque sorte. Une base sur laquelle les personnages peuvent aller et revenir, parce que en bonne partie, l'histoire qu'on suit, le secret du Rocher Noir, le module, c'est du gros sandbox, c'est un bac à sable. On se promène, on se déplace, on revient, on se débute, on change de chemin, on décide d'aller ailleurs et tout ça. Ça demande des préparations, disons, un peu différentes d'un module beaucoup plus dungeon crawl classique, donc vraiment plus l'exploration de donjons. Et comme je le fais habituellement, disons, la présentation d'un module cool old school ne se fait pas de la même façon de mes critiques plus habituelles. Alors que souvent, je vais plus faire mon avis personnel, le visuel et tout ça. Je suis allé chercher des éléments que je considère importants dans l'évaluation, ou du moins dans, on va dire, la prise en main, qu'est-ce qu'on doit trouver, qu'est-ce qu'on veut découvrir à l'intérieur d'un module OSR. Je ne vais pas tous les nommer, mais si vous souhaitez avoir accès à la liste complète, dans la description de cette vidéo, je vais mettre un lien vers un fichier Google Drive que vous pouvez prendre et qui vous permet de voir un peu les différents points qui peuvent ou non être abordés dans un cool old school, parce que je n'aborde pas tous les points, je vais prendre ceux que je considère les plus pertinents dans le contexte du module présent. Et ainsi, on débute avec le premier point, c'est-à-dire la saveur et le thème du module. Je pense que c'est un des points qui m'a le plus marqué parce que c'est une aventure bac à sable qui possède justement une première couche qui est très pirate, mais au fond, plus on explore, plus on a des thèmes beaucoup plus complexes et variés qui vont au-delà du simple monde maritime et de la piraterie. Tu sais, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, avec les inspirations comme l'Atlantide, l'Empire perdu, le film de Walt Disney, eh bien là, on est dans le mystère, l'intrigue, l'archéologie, on est dans la science fantasy. On débute à Port-Fortune, un lieu qui est lié à la piraterie, mais on s'éloigne de cet avant-goût un peu plus cliché pour s'enfoncer dans des mystères millénaires qui proviennent de sociétés et de civilisations disparues depuis vraiment très longtemps. On reste dans un certain classique quand même, ça reste un classique. Je veux dire, il n'y a rien qui renouvelle l'expérience dans le style, mais c'est un classique qui apporte son vent de fraîcheur dans une certaine réinterprétation de plusieurs sujets qu'on connaît habituellement du bout des doigts. Juste pour vous mentionner quelques exemples, il y a des statues géantes animées par une magie ancienne, il y a une faune titanesque, il y a des créatures sous-marines dangereuses, des volcans en éruption, il y a des races étranges qui proviennent d'une autre dimension. Ça crée une ambiance très rétro. Une ambiance très rétro au Rocher Noir, sans pour autant non plus tomber dans le gonzo. C'est pas étrange. C'est pas étrange au point de perdre un peu ce sentiment de crédulité qu'on a autour de la table. Il n'y a pas de moment où est-ce qu'on est vraiment détaché, où est-ce qu'on va comme être propulsé hors de la partie tellement ce qu'on découvre est hors contexte. Non, on est vraiment dans un très très bon dosage, un excellent dosage. C'est mystérieux, c'est le fun, on a le goût d'en savoir plus. Et pour moi, je pense que c'est un des points que je trouve les plus forts, c'est qu'on est vraiment sur une mince ligne parfaite entre quelque chose de juste assez sérieux et quelque chose de juste assez étrange qui va peut-être en surprendre plus d'un alors qu'on réexplore et qu'on réinvente ou du moins qu'on change un peu les cartes habituelles de ce qu'on pourrait s'attendre d'une aventure de pirates et de civilisation perdue. Deuxième point abordé sur le secret du Rocher Noir, c'est les différents chemins et tracés de l'aventure. À quel point est-ce que l'aventure justement possède une ligne directrice claire ou à quel point est-ce qu'il s'agit de quelque chose qui est très libre. Et c'est vraiment particulier parce que justement ce module-là est vraiment scindé en deux. D'un côté, on a un bac à sable qui est excessivement bac à sable et de l'autre, on a un donjon qui est vraiment très donjon. Donc des pièces à explorer, des chemins assez clairs à suivre et disons certains cul-de-sac. L'aspect bac à sable, c'est vraiment ouvert. Les personnages peuvent aller vraiment n'importe où. Et ça, je pense que c'est un peu un avertissement que je donne aussi également aux maîtres de jeu qui voudraient animer l'aventure. C'est
quelque chose. Ils peuvent vraiment, à partir du moment qu'ils ont un navire, ils peuvent explorer les différentes îles Salamandre. Il y a plusieurs tables aléatoires qui permettent de générer les rencontres, en fait, ou les dangers, les menaces que les personnages peuvent rencontrer. Et ces menaces-là ne sont pas du tout calibrées nécessairement au niveau des personnages. Et ça demeure qu'on est dans une ambiance OSR. Les personnages peuvent vraiment croiser la route de créatures qui sont au-delà de leur niveau et qui pourraient les dévorer d'une seule bouchée. Alors vient à l'idée que les personnages doivent en quelque sorte prendre la balle au bond et fuir s'ils ont la capacité, parce que bien c'est très ouvert. Il y a les règles qui permettent de gérer aussi également le déplacement en navire sur la mer. Il y a des possibilités d'un peu calculer le niveau du vent, voir s'il y a des bonus qui sont associés à ça. Est-ce qu'il y a des possibilités de rencontre avec d'autres pirates qui pourraient peut-être nous aider dans la situation actuelle, ou au contraire, ces pirates-là sont des menaces. Mais tout ça, ça peut être lancé aléatoire à chaque jour. Et pour ce qui est vraiment l'aspect bac à sable, je dirais au maître de jeu de bien se préparer, parce que il y a du stock, beaucoup d'informations qui sont éparpillées un peu partout dans l'ouvrage et qui parfois nous demandent de faire des petits cloche-pieds pour pouvoir se rendre d'un sujet à un autre afin d'y trouver en fait l'information nécessaire à donner aux personnages lorsqu'ils atteignent certains niveaux de l'aventure. C'est pas tout le temps intuitif, il y a des liens qui sont pas non plus tout le temps très clairs. Des fois, c'est du non-dit. Des fois, des fois, il y a des éléments qui ne sont pas répondus, et ça permet aussi au meneur de jeu, si vous êtes à l'aise avec ça, de concevoir, de rafistoler, de créer des liens entre des éléments qui ont une certaine connexion, disons, non dite, mais qui c'est pas clairement établi. Donc, c'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez relier certains points ensemble. Ça peut se faire très simplement. Vous pouvez creuser, créer plus de background à l'univers en soi, créer un peu plus d'histoire autour des îles Salamandre, parce que oui, l'histoire est présentée, mais elle en demeure assez brève, en quelque sorte. Il y a les éléments assez clairs, et moi, c'est quelque chose que j'apprécie en général dans ce style d'écriture-là, c'est qu'on va au strict minimum, mais si vous trouvez que c'est trop, eh bien, vous pouvez en racheter sans problème. Mais pour ce qui est du bac à sable, c'est à se préparer à ce niveau-là. Pour ce qui est vraiment du niveau donjon, la deuxième partie de l'aventure, si les personnages rentrent à l'intérieur du rocher noir, et bien là, c'est un gros donjon bien sale sur plusieurs niveaux. Là, je trouve que c'est vraiment plus là que Chance Dudinak excelle vraiment beaucoup plus, alors que je trouvais que le bac à sable était très bien expliqué, très bien présenté, certains éléments justement où est-ce qu'il faut un peu chercher pour pouvoir trouver réponse à nos questions. L'aspect donjon, deuxième partie de l'aventure, c'est vraiment super bien écrit, très clair, très concis. On sait où aller. Les cartes qui sont présentées sont vraiment cool, sont très différentes les unes des autres. On n'a pas l'impression d'explorer le même étage à plusieurs fois à mesure qu'on descend dans le niveau, les différents niveaux du Rocher Noir. Ils ont des thématiques différentes. Et ça, je pense que c'est un des éléments que j'ai le plus aimé, je pense aussi de l'aventure, c'est que, comme je l'ai mentionné au début, chaque faction, ou du moins certaines factions importantes du livre, sont associés à des niveaux dans le Rocher Noir. Et plus on s'enfonce dans le Rocher Noir, plus ça devient étrange aussi également. Et le danger devient de plus en plus important. Mais aussi, on s'éloigne de plus en plus du classique médiéval fantastique. Et là, on voit vraiment les inspirations à la Atlantide, alors qu'on atteint certains niveaux du Rocher Noir qui sont une cité enfouie sous-marine dirigée par des créatures crustacées qui tentent de découvrir les secrets d'une race ancienne qui a disparu, alors qu'à l'autre niveau au-dessus, eh bien, c'est des hommes-poissons dangereux, ensorceleurs, qui tentent aussi également de découvrir les secrets de l'espèce qui a disparu. Et au-dessus de ça, un autre niveau, eh bien, c'est des pirates squelettes qui veulent s'enfuir du Rocher Noir et qui ont trahi leur ancien capitaine il y a de cela longtemps, qui sont maudits sous une forme de mort-vivant à bord de leur navire qui est échoué dans le Rocher Noir. Voyez-vous, c'est très différent l'un de l'autre, mais c'est très très cool. C'est le niveau dungeon crawl de Black Crag est très chouette, mais c'est ça qui est vraiment particulier. Ça peut prendre des heures et des dizaines et des dizaines de sessions avant que les personnages atteignent le Rocher Noir, parce que ça demeure que tout le long de l'aventure, le Rocher Noir est présenté comme étant un endroit excessivement dangereux. Mais si vous n'y allez pas tout de suite, il y en a des choses à faire aux alentours, il y en a des éléments à faire aux alentours, et ça vient à mon prochain point qui est quelqu'un à qui on peut parler. C'est aussi une autre des forces du module. Il y a des personnages, et qu'il y en a des personnages non-joueurs qui sont uniques, qui sont juste assez développés, qui ont juste assez de personnalité,
qui nous permettent de les différencier les uns des autres et qui facilitent également l'interprétation pour le meneur de jeu sans avoir vraiment à trop comprendre un peu la gimmick ou la personnalité d'un personnage. C'est juste correct. Et ça va aussi avec le ton du module. C'est des pirates. C'est une ambiance un peu cliché piraterie à certains moments. Donc, on n'a pas besoin de se casser la tête non plus avec des personnages super tourmentés, complexes, bien qu'il y en a un peu dans l'aventure. Mais les personnages, nos joueurs, apportent vraiment leur lot de possibilités en matière de jeu. Il y a énormément d'accroches de scénarios, il y a énormément de personnages, nos joueurs, qui ont besoin d'aide pour accomplir X, Y, Z missions. Juste par exemple, il y a un des personnages qui habite dans une tour qui s'appelle Pharos. Et Pharos, c'est un peu une espèce de scientifique. Lui, il recherche son collègue qui a disparu. Son collègue qui était parti en aventure et qui voulait, dans le fond, trouver certains... on dirait que j'ai pas le goût de trop en dire pour pas spoiler, mais je me suis dit, si vous écoutez jusque-là, c'est parce que ça vous dérange pas d'en savoir plus que nécessaire. Mais il y a des cristaux dans l'aventure, des cristaux de pouvoir en quelque sorte, et le collègue de Pharos était parti en chercher, il a disparu, et Pharos est un peu désemparé, et les personnages peuvent prendre la balle au bon et aider Pharos à trouver son allié plutôt, mais ils peuvent aussi tout simplement juste, ok, c'est pas grave, on s'en fout de Pharos, on s'en fout de son ami disparu, et c'est vraiment pas plus grave que ça ne va pas casser l'aventure, on reste dans un bac à sable, ils peuvent aller où ils veulent, ils peuvent échanger avec qui ils veulent, certains personnages sont plus ouverts que d'autres, d'autres personnages vont être plus difficiles à accrocher, ou du moins qui vont peut-être avoir des secrets qui vont être plus difficiles à dévoiler, mais ils ont tous un peu leur petit quelque chose. Ils ont tous leurs petits éléments. Même le pirate le plus banal, tu peux apprendre qu'il y a des maudits et qu'il n'est pas... en fait, il ne peut pas embarquer sur un navire sans avoir le mal de mer. C'est vraiment juste un petit élément comme ça. Et ils sont vraiment décrits de façon assez succincte. C'est très, très court, mais c'est vraiment tout ce qu'il nous faut pour pouvoir prendre en main la situation, prendre en main l'interprétation et nous lancer dans une ambiance qui favorise autant l'aventure en haute mer que la discussion autour d'une table à Port-Fortune. Et ça en vient à mon prochain point, l'écriture du module. Chance Judenak, je l'avais surtout lu à cause de son aventure Kidnap the Archbishop et j'avais été très impressionné. Je préfère Joel Hines, qui est la personne à la tête de Silverharm, mais Chance Judenak, je trouvais qu'il y avait une écriture qui était très, très concise, très succincte, et il répète l'expérience ici. J'ai l'impression qu'il était peut-être un peu moins à l'aise dans la section bac à sable, bien que Kidnap the Archbishop, c'est une aventure bac à sable, mais malgré tout, il y a des très belles inspirations, des très belles formulations qui nous permettent de rapidement visualiser le monstre qui arrive devant nous. Tu sais, par exemple, je vais prendre un exemple comme ça, il va dire un cours d'eau qui est inondé jusqu'à la taille et des couleurs étranges qui scintillent à la surface du liquide. Juste ça. Pas besoin d'en savoir plus, pas besoin d'en savoir moins. Les personnages ont le nécessaire. C'est vraiment juste des petites phrases comme ça qui nous permettent en fait de bien comprendre la situation, de bien analyser et de la réinterpréter ou d'en faire mention. Vous pouvez le lire tel quel, comme vous pouvez aussi y rajouter vos propres éléments. Il y a un qui vous en empêche. Et je préfère ça. Je préfère quelqu'un qui en donne un peu moins, mais que le peu qu'il donne est très inspirant pour nous permettre à nous d'en créer, que nous en donner beaucoup trop et qu'on a de la difficulté un peu à dénicher puis à décider ce qui est vraiment important dans ce qu'on est en train de lire. Donc, pour ça, j'ai trouvé que c'était très, très bien écrit. C'est vraiment pas trop difficile non plus. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais en général, Secret of the Black Crag, une écriture qui est quand même assez simple. Il y a quelques éléments plus en lien avec le monde maritime que je ne connaissais pas, que j'ai dû aller comme fouiller un peu pour trouver la signification. Mais outre ça, je trouve que ça se prend très bien en main si vous n'êtes pas anglophile, si vous n'êtes pas très, très, très familier avec le verbe anglais, eh bien, je pense que vous pouvez quand même vous en sortir très facilement. Et sinon, après ça, mon prochain point était des décisions significatives. Et là, c'est un peu le point final, en quelque sorte, de l'ouvrage, ou du moins du livre qui vient avec son thème du bac à sable, c'est que est-ce que les décisions significatives ont un impact sur ce qui se déroule en jeu? Est-ce que le module a de faux dilemmes en soi? Eh bien, Secret of the Black Crag a vraiment des gros impacts en jeu. Il y a beaucoup d'éléments qui se déroulent durant la partie
qui peuvent avoir des répercussions au-delà même de l'aventure, au-delà même de la sécurité des îles Salamandre ou de la pérennité des îles Salamandre et de ce qui pourrait en survenir si les personnages atteignent l'ancienne cité, celle qui est en dessous de la terre, vraiment sous le rocher noir, et qui viennent à réveiller certaines menaces enfouies, à animer certaines créatures qui pourraient être destructrices pour les îles Salamandre. Je parlais tout à l'heure des grandes statues humanoïdes qui sont animées par une magie. Là. Eh bien, si les personnages animent ça et qu'ils décident de vraiment comme se lancer dans l'aventure là-dessus, ils peuvent décimer les îles, détruire tout sur leur passage et s'amuser ainsi si c'est vraiment ce qu'ils veulent. Là. Parce que oui, au bout de l'ouvrage, au bout de l'aventure, si les personnages ont vraiment fait tout ce qu'ils devaient faire, eh bien, ils vont quand même être bien équipés pour être des héros ou des tyrans selon leur opinion ou selon aussi leur sens moral. Mais il y a vraiment des grandes répercussions tout le long de l'aventure. Il y a des décisions importantes que les personnages peuvent faire qui permettent de soit renforcer leur lien avec certains regroupements, certaines factions, ou au contraire les briser, et qui permettent aussi à certains moments d'avoir des répercussions plus tard en jeu, comme par exemple, ils peuvent sauver les bébés, ou du moins les œufs, d'un serpent de mer géant, et s'ils agissent ainsi, eh bien, éventuellement, une fois par partie, ou du moins une fois pendant le module, si les personnages sont en mer et qu'ils sont en danger et qu'il se passe quelque chose, eh bien, le serpent de mer géant va arriver pour les sauver. C'est des petits détails comme ça qui montrent qu'il y a toujours une répercussion aux actions que posent les personnages, même si ces actions-là peuvent sembler, disons peut-être des fois peu importantes, eh bien, il y a quand même quelque chose qui se passe. Et ça en va de même avec certains personnages non-joueurs que les personnages peuvent rencontrer à Port-Fortune, comme par exemple, il y en a une, c'est Mama Fortuna. Mama Fortuna, c'est une vieille sorcière, c'est une sorcière des eaux, et qui demande un service au personnage. Et ce qu'on peut apprendre, et là c'est vraiment un gros spoiler du module, là, ce qu'on peut apprendre, c'est que Mama Fortuna, en fait, elle a son nom qui est secret. Son vrai nom est secret. Et la seule personne qui connaît son nom, c'est le chef de Port-Fortune, qui est Roger le Rouge. Red Roger Rathbone, qui se nomme en anglais. Et dans le fond, si Roger le Rouge est tué, eh bien le sortilège qui relie Mama Fortuna à Port-Fortune est brisé. Elle est libre, en fait, parce que Roger le Rouge la possède sur son joug parce qu'il connaît son vrai nom. Et s'il est tué, elle est libre et elle va vouloir faire engloutir l'île de Port-Fortune sous les flots parce qu'elle a été tenue en laisse comme ça pendant beaucoup trop longtemps. Mais c'est le genre de choses qu'on ne le sait pas en jeu. Et c'est le genre de choses qui est difficile à savoir. Donc, est-ce que c'est un point positif, ça, ou un point négatif? Ça dépend, je dirais, de la table, parce que certaines personnes vont peut-être avoir le réflexe de juste passer le sécateur dans toutes les créatures qu'ils vont apercevoir et dans toutes les menaces qu'ils vont penser être des menaces. Mais il y a des actions que les personnages peuvent faire qui, sur le coup, semblent très banales, mais qui vont être lourdes de conséquences. Mais il y a toujours des façons aussi d'apprendre ces informations-là, parce que, comme je l'ai dit, le strict minimum est mentionné pour les personnages, mais pour le reste, vous pouvez en rajouter, vous pouvez ajouter des éléments, des nouvelles, on va dire des nouveaux liens entre les personnages non-joueurs, des nouvelles informations que les personnages joueurs peuvent découvrir. C'est vraiment à vous de voir. Fait que c'est un bac à sable qui est très complet. C'est un donjon qui est très complet, qui possède en fait tout ce qu'il faut pour le jouer, mais vous avez toujours la possibilité d'en mettre plus. Et juste pour vous donner également peut-être en conclusion, un élément que j'ai particulièrement apprécié du livre, c'est un peu toutes les tables aléatoires qui nous permettent, entre autres, de générer des rumeurs, que ce soit par exemple des rumeurs à l'intérieur des îles Salamandre. Ça, c'est quelque chose que je trouve toujours très cool. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, on ne le sait pas. Mais également aussi des rencontres à Port-Fortune directement, des rencontres aléatoires qu'on peut avoir de jour comme de nuit, parce que ce n'est pas les mêmes rencontres. Mais aussi également, et là je le cherche, c'est après la section de Port-Fortune, où est-ce qu'on nous présente vraiment les îles Salamandre. La séparation du livre est vraiment très cool. On commence avec Port-Fortune, ça nous décrit Port-Fortune. Après ça, on a les îles Salamandre qui nous sont expliquées de long et en large. Et vers un peu plus que la moitié, il y a tous les niveaux du Black Crag qui nous est présenté, du Rocher Noir, jusqu'à la toute fin avec les annexes qui nous présentent les différentes créatures qu'on peut rencontrer dans l'aventure, les objets magiques qu'on peut découvrir également, les différents nouveaux sortilèges, des petites règles rapides clés en main qu'on peut aussi utiliser pour pouvoir
on va dire, ajouter certains éléments en lien avec le monde maritime. C'est exemple, nager, c'est quoi la visibilité en dessous de l'eau, l'encombrance, les armes, l'initiative en dessous de l'eau, la magie en dessous de l'eau. Mais là, ce que je voulais vraiment vous parler, ou du moins pour conclure, c'était vraiment les random, en fait, les rencontres aléatoires et la température sur les îles Salamandre. On a ici une table qui nous demande de lancer 2d6 et ça définit en fait la température actuelle à l'extérieur. Et selon le résultat donné, eh bien, ça peut faire accélérer le navire, c'est pour la journée. Soit que le navire va plus vite, il va moins vite, la visibilité peut être nulle parce qu'il y a trop de brume, ou il n'y a pas du tout de brume et la visibilité est parfaite, il peut mouiller, être terrible, ça peut vraiment faire une grosse tempête, faisant en sorte que le navire peut chavirer, se briser. Il peut arriver beaucoup de choses en matière de rencontres aléatoires qui peut faire changer d'un bout à l'autre l'aventure, si c'est le genre de choses que vous souhaitez. Juste pour vous donner un exemple, il y a Old Red Eye, qui est l'œil rouge, le vieil œil rouge, qui est un requin mythique qui est présent dans l'aventure, qui n'est pas nécessairement très important dans l'histoire, mais qui possède quand même son historique, on dirait les liens avec certains personnages non-joueurs, qu'est-ce qui peut arriver lorsque les personnages le rencontrent, et justement là, dans la rencontre aléatoire, si les joueurs tombent dessus, eh bien là, la description qui en fait mention, qui dit qu'on aperçoit une forme qui se déplace dans l'eau tranquille, qui commence à tourner autour du bateau, et finalement, la créature vient se percuter sur le navire, en tentant de faire tomber par-dessus bord les différents membres de l'équipage pour avoir un repas rapide. Et si les personnages décident de se battre, ils vont devoir, dans le fond, poursuivre le requin qui va tenter d'aller se cacher dans son repère. Et au final, ce que je peux dire sur le secret du Rocher Noir, ou Secret of the Black Crag, c'est que c'est une superbe ambiance pirate, mais aussi beaucoup archéologie, exploration, découverte de lieux sauvages, rencontre avec des espèces disparues ou qu'on pensait disparues, échange avec des créatures sous-marines dangereuses, exploration de donjons, excellent donjon d'ailleurs, superbe belle aventure bac à sable, mais excellent donjon qui s'échelonne sur plusieurs niveaux aux thématiques et aux saveurs différentes. La seule chose que je conseillerais aux gens qui voudraient animer le secret du Rocher Noir, ça serait de bien se préparer sur l'aspect bac à sable. Parce que l'aspect exploration de donjon, c'est numéro 1. L'aspect rencontre sociale à Port-Fortune, ça va super bien. Le côté bac à sable, avec la découverte des îles Salamandre, il faut bien se préparer parce que, comme je l'ai mentionné, beaucoup d'informations éparpillées ici et là, beaucoup de liens à faire qui sont non dits entre certaines rencontres que les personnages peuvent avoir. Et si vos joueurs et joueuses sont du genre à avoir besoin d'indications claires, où aller et quoi faire ou qui rencontrer pour pouvoir accomplir certaines parties d'une aventure, et bien là, ça se pourrait qu'ils se sentent un peu désarçonnés parce que c'est excessivement libre. C'est très libre, mais il y a beaucoup de non-dits. C'est très libre, mais il n'y a pas beaucoup d'accroche qui est direct. Il faut que les personnages puissent échanger, il faut qu'ils prennent le temps, il faut qu'ils discutent avec les rencontres qu'ils peuvent avoir, que ce soit des monstres, que ce soit des pirates ou autres, pour bien comprendre les différents points d'intérêt qui sont éparpillés un peu partout dans les îles. Sinon, eh bien, ils vont juste errer sans vraiment savoir où aller. C'est vraiment mon conseil final pour le secret du Rocher Noir. Pour le reste, super beau. Encore une fois, les illustrations à l'intérieur sont vraiment chouettes. Les cartes sont numéro 1. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais ça demeure que c'est un élément qui est vraiment très, très cool. Et la mise en page aussi, elle est très claire. Si ça vous intéresse, eh bien, je vais mettre le lien dans la description pour la version PDF si jamais vous voulez l'acheter. Si ça vous intéresse aussi également, notre actual play sur la chose va commencer bientôt avec des personnages qui sont très différents, qui proviennent à l'extérieur des îles Salamandre, qui se retrouvent là et qui vont tenter, selon les consignes d'un capitaine de navire, de trouver un peu le secret entourant l'émergence du Rocher Noir. Pourquoi est-ce que le Rocher Noir ressort aujourd'hui, après tant d'années, au beau milieu de cet archipel d'îles qui contient bon nombre de secrets? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans les prochaines semaines. Bien entendu, si ce n'est pas fait, je vous conseille de liker, partager, commenter, laisser un petit pouce vers le haut. Si jamais vous avez des suggestions pour des modules que je pourrais aborder pour le Cool Old School, j'en ai une liste plein, mais je serais curieux de savoir, vous, si vous en avez des modules OSR récents qui sont très bons, qui ont une saveur très forte et qui permettent justement de mettre en lumière cette richesse que nous propose l'OSR. Et bien, mettez-le dans les commentaires, j'aimerais beaucoup le savoir. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.